C'est toujours difficile de résumer en quelques mots la carrière d'un artiste, notamment lorsqu'il s'agit d'un directeur de la photo, et dont le travail de collaboration se fait au service de la vision d'un metteur en scène. Mais lorsqu'on regarde la carrière de Peter Suschitzky, qui s'étend sur un demi-siècle de cinéma, on est étonné par la richesse et la variété de ses collaborations, et en même temps, on se rend compte qu'il est resté fidèle à lui-même et qu'il a cherché à se perfectionner sans jamais se répéter. Il faut dire que lorsqu'il a rencontré David Cronenberg, dont il éclaire les films depuis 25 ans, il a entamé une collaboration exceptionnellement stimulante. Je vous demande d'applaudir Peter Suschitzky. Pour commencer la grande question, est-ce que vous pouvez définir le rôle du directeur de photo? C'est assez difficile à définir, mais en général, en gros, on est obligé, c'est notre plaisir de visualiser le film, de trouver des images aptes qui vont très bien avec le scénario du film. En général, c'est ça. En travaillant avec le metteur en scène, il y a des metteurs en scène sans vision, avec lesquels j'ai tourné. Et d'ailleurs, je préfère faire le cadre et l'éclairage. Je ne fais pas que éclairer. Parce que le cadre et l'éclairage, ça va intimement ensemble. Par opposition au travail d'un cadreur, en fait, qui est le directeur de la photo. Parfois, il m'arrive de faire un film à gros moyens avec un cadreur, mais tous les films que je tourne avec David Cronenberg et beaucoup d'autres, je cadre moi-même. Lorsqu'on lit votre filmographie, votre biographie, on imagine que votre vocation est arrivée assez tôt, sachant que votre père était lui-même directeur de la photo. Est-ce qu'il vous a encouragé dans cette voie ou pas du tout? Si, en quelque sorte, il m'a encouragé directement. Quand j'étais enfant, j'avais hâte de voir ce qu'il faisait dans son labo de photo, parce qu'il était aussi photographe. Et en tant qu'enfant de 4 ans, j'essayais de rentrer dans son labo. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Et finalement, il m'a laissé entrer plusieurs fois pendant pas trop longtemps parce que je lui gênais dans son travail, mais j'étais fasciné par la lumière orange, les feuilles de papier nues, où on voyait lentement sortir une photo quand il me prenait dans ses bras pour bien regarder la feuille de papier photographique dans les produits chimiques. Et peu après, peut-être avec 5 ans, quelqu'un m'a donné une vieille caméra, le modèle Ford des appareils photo, ça s'appelait Ox Brownie, c'était une boîte noire avec un mécanisme très simple. Et j'ai commencé à prendre des photos et mon père m'a donné des produits chimiques que je voulais utiliser dans la lumière dans le jardin, afin de ne pas lui gêner dans son labo à lui. Donc j'ai pu apprendre comment faire les procédés chimiques demandés par la photo à cette époque. Puis parfois je lui ai visité sur le décor d'un film. J'avoue que c'était très rarement que j'ai pu le visiter sur ces décors parce qu'il était plutôt un opérateur des films documentaires, donc il voyageait beaucoup. Et quand j'étais plus âgé, il a commencé à tourner des longs métrages, mais toujours en voyage, souvent en voyage. À la fin de mes études d'école, je lui ai dit que je voulais faire des études de musique, parce que j'adorais surtout la musique classique. Mais il m'a dit assez sagement, je pense, a-t-il dit, que tu dois garder ça pour le plaisir et poursuivre la photo. Et pour cela, on a trouvé une école de cinéma. Et entre autres, vous avez fait des études de cinéma à l'IDEC, si mes renseignements sont bons.
Et ça se passait à l'époque où la nouvelle vague de la maison. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous enseignait à ce moment-là et quel était votre état d'esprit? Mon état d'esprit, comme jeune étudiant, et j'étais le plus jeune de la classe, j'avais 18 ans, j'étais un jeune homme très impatient de commencer le travail. Donc j'étais mauvais élève et je n'ai resté qu'une seule année. On va dire j'ai flanqué l'IDEC. Mais les souvenirs que j'en garde les plus précieux étaient avec mes rencontres avec le professeur de la prise de vue, qui était un vieux monsieur qui avait commencé en 1905 au cinéma chez Pathé. Et il avait tourné beaucoup en Russie entre 1905 et 1914, quand il était sans doute appelé de rentrer en France et faire la guerre. Mais il est devenu un opérateur assez connu en France. Il a tourné il était participant avec sur Napoléon. Il a fait une des caméras. Alors, mes souvenirs sont les suivants. Il m'a fait monter sur le toit de l'école la première journée de mes rencontres avec lui à l'école. Il avait fait installer une caméra à manivelle. Je me disais, mais à quoi ça va servir? Les caméras d'aujourd'hui sont complètement différentes, mais bon, il m'a d'abord enseigné quelle chanson il chantait à l'époque du cinéma muet. Ça s'appelait Rimeuse, pour maintenir un rythme de 18 images secondes. Et puis il m'a enseigné comment faire des enchaînés et des enchaînés. Des fondus enchaînés. Mais je me disais toujours à quoi ça va me servir. Mais en fait, c'est resté un souvenir très précieux parce que j'ai eu l'impression de toucher les débuts du cinéma. Et ça m'a fait aussi autant apprécier les films muets où, quand on avait envie de faire des fondus enchaînés, il fallait faire marche arrière après avoir choisi la bonne prise. Il n'y avait pas de possibilité de changement d'avis. Tout se faisait dans la caméra. Donc, après avoir fait 4-5 tours de la manivelle en arrière, il portait la caméra au prochain rendez-vous de tournage. Il fallait que la première prise soit la bonne. Alors, aujourd'hui, ça me donne encore de l'appréciation pour les films muets. Incroyable. Vous avez débuté dans les années 60, qui étaient marquées par des bouleversements culturels majeurs, et vous avez travaillé avec des réalisateurs comme Peter Watkins ou Tony Richardson, John Boorman. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? D'abord, je me rappelle très bien, étant à Paris pendant une période très, très excitante de la nouvelle vague, où tout avait l'air d'être bouleversé. On pouvait enfin faire des sauts dans le temps, dans le montage, chez plusieurs metteurs en scène. Il y avait une liberté d'esprit qui s'est lancée. Alors j'ai vu, pendant leur diffusion originelle, à bout de souffle, les films et d'autres films de cette époque. À Londres, où j'ai commencé à travailler, je suis devenu assistant, mais j'étais très mauvais assistant. J'avais encore de l'impatience de commencer comme opérateur, mais je n'étais pas mauvais assistant exprès. Mais je crois que tout le monde avait hâte que je quitte ce poste et je suis devenu opérateur par hasard. Je me trouvais sur des films documentaires aux États-Unis en tant qu'assistant, et comme j'avais avec moi quelques photos, j'ai montré mes photos au producteur de ces documentaires. Il était assez impressionné pour me demander si je ne voulais pas être opérateur pour lui en Amérique latine avec un journaliste. Donc j'ai passé une année en Amérique du Sud pour faire mes débuts d'opérateur.
Et c'est comme ça que vous avez brûlé les étapes finalement, parce que je crois qu'en Angleterre, à cette époque-là, pour devenir chef opérateur, il fallait beaucoup de temps. Oui, il fallait faire des étapes. Il fallait faire 10 ans d'assistant 1, deuxième assistant, 5 ans de premier assistant, et on devenait avec un peu de chance cadreur, et avec plus de chance, avec encore des chances, on devenait à 40 ans un opérateur. Mais j'ai eu beaucoup de chance. On m'a offert un film grâce à des photos qu'un metteur en scène a eu. J'ai été demandé de tourner un long métrage à deux, ce qui était inconnu à l'époque. C'était un film qui imaginait l'Angleterre occupée par les Allemands et comment ça aurait pu se présenter. On va regarder un extrait. On va découvrir ça. Ah bon. On va faire un saut dans le temps, je pense. Voilà, Rocky Horror Picture Show. Est-ce que vous imaginiez qu'il allait avoir un tel succès au moment où vous l'avez tourné? Non, jamais. J'étais vraiment surpris, agréablement surpris, bien sûr, que les gens l'aiment toujours. C'était un petit film modeste et ce n'était pas un sujet de mon univers à moi. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais aujourd'hui, je le prends pour un des meilleurs films que j'ai eu l'occasion et la chance de tourner. À la même époque, vous avez tourné avec Ken Russell, Listomania, Valentino, et vous aviez tourné quelques films sur des thèmes musicaux. Est-ce que, enfin, ils étaient très en phase avec la sensibilité pop de l'époque. Comment est-ce que vous vous situiez par rapport à ça, vous qui aimiez la musique, mais est-ce que c'est pas du tout votre... Je me sentais un peu à côté, mais je me sentais chanceux de travailler avec Ken Russell, par exemple, à l'époque, même si je trouve qu'il n'a pas fait des films à mon goût, à moi, mais il m'a donné vraiment l'occasion de tourner deux films dans lesquels le visuel était le plus important, parce que c'était un metteur en scène qui se concentrait plutôt sur les visuels, les images, que sur l'écriture d'un scénario. Donc j'étais très chanceux de tourner avec lui. En 1980, vous êtes appelé par George Lucas pour tourner l'Empire contre-attaque. Et ce n'était pas la première fois qu'il faisait appel à vous, mais comment la rencontre s'est passée? Alors, oui, il m'a appelé pour le premier des films du Gare des Étoiles, et je lui ai rencontré, il allait faire la mise en scène de ce film-là, mais j'étais peut-être trop franc, mais je lui ai dit, vous voulez pas, moi vraiment, parce que je n'ai pas d'expérience des effets visuels, aller chercher Jeff Unsworth, qui avait tourné 2001, le film de l'époque, qui était de science-fiction, plus frappant. Mais il m'a répondu, mais c'est possible que c'est vrai, mais il n'est pas libre. Mais comme en tant que jeune réalisateur, le studio ne voulait pas qu'il tourne avec un opérateur comme moi, avec peu d'expérience. Ils l'ont obligé de travailler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de très, très bien, mais le monsieur qui a tourné le premier film n'a pas vraiment apprécié l'expérience, paraît-il. Et il est revenu vers moi pour le deuxième film. Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ce film, avec beaucoup d'effets spéciaux est-ce que c'était intimidant? Est-ce que vous avez eu du mal à vous adapter J'étais vraiment excité à l'idée de le faire, mais j'étais intimidé par les termes utilisés pour les effets spéciaux, parce que je n'en connaissais rien du tout. On m'a donné un billet d'avion pour San Francisco et je suis allé rencontrer les gens, les spécialistes là-bas. On a eu des discussions à table avec 20 personnes autour de la table et des dessins, des séquences storyboardées. Et j'ai senti que personne ne savait comment ils allaient pouvoir fabriquer ces séquences
Donc j'ai eu l'impression que tout le monde était un peu dans le noir, moi inclus, donc j'étais rassuré. Et c'est en cherchant que vous avez trouvé collectivement? Oui, en effet, en tournant avec les procédés qui m'intimidaient, j'ai vu que c'était des choses assez simples. Les fonds bleus à l'époque et pas verts, des projections frontales ou arrière, c'est en effet pas trop difficile. Et qu'est-ce que vous en tirez avec le recul de cette expérience? Je me suis amusé pendant de longs mois à faire ce film avec un metteur en scène génial, très amusant, Irving Kershner. J'ai appris plein de choses. Alors, j'apprends tous les jours, même sur les tournages modestes. On apprend tous les jours. On va voir d'autres extraits, si on peut les lancer. Faux semblant, dont on vient de voir un extrait, est vraiment une étape cruciale dans la filmographie de David Cronenberg, parce que c'est le film qui le rend universellement fréquentable. Auparavant, il est considéré comme un réalisateur de films d'horreur très suspect. Et est-ce que vous avez été inquiet lorsqu'il vous a contacté pour la première fois? Non, nullement, parce que je ne connaissais pas du tout son travail. Parce que de réputation, je le considérais comme un metteur en scène de films d'épouvantes, et je n'aime pas les films d'épouvantes. Je n'avais pas vu de son travail, et j'ai reçu le scénario et j'ai reconnu tout de suite les possibilités de ce scénario, les qualités de ce scénario. Et quand j'étais jeune, beaucoup d'années avant ce film-là, j'étais un commentateur des grands metteurs en scène comme Bergman, Kurosawa, etc. Et je rêvais de faire des films de cette qualité-là. Et là, avec ce scénario, j'imaginais qu'on avait toutes les possibilités de faire un très très bon film. Et comment Cronenberg a-t-il défini la collaboration qu'il attendait de vous? Question difficile à répondre, mais il cherchait un opérateur, un chef opérateur à l'époque, et j'étais sur la liste de 5 opérateurs. On s'est rencontrés, on a senti tout de suite une sympathie intellectuelle, émotionnelle. Pour ce film-là, nous avons projeté 2 ou 3 films, et je ne me rappelle plus lesquels, mais il ne m'a jamais donné des indications visuelles. Oui, il est très concentré sur le texte du film. Il m'a toujours laissé toute liberté en ce qui concerne le côté visuel. Et comment est-ce que vous le trouvez, ce côté visuel? Je ne sais pas. Je pense que je le fais de ma tripe, je le fais instinctivement. Aucune idée. Mais mon approche à un film est normalement pas abstrait. Il faut que je découvre le film petit à petit, avant le tournage, et pendant le tournage aussi, mais avant le tournage en regardant les décors. Dans ce cas-là, c'était un mélange de décors naturels et décors fabriqués en studio, à travers les comédiens, les costumes des comédiens. Et sur le décor, je dois trouver tout de suite un ton qui va rester pour tout le film. Dès le premier plan, on est obligé de trouver le temps tout de suite. Mais je ne sais pas comment je le fais. Et c'est pareil, à chaque film, vous trouvez quelque chose de différent et de nouveau? Oui, mais pas consciemment, sous-consciemment. Faux semblant a beaucoup impressionné à l'époque parce que vous êtes arrivé à intégrer dans un même plan 2 prises différentes avec Jeremy Irons, et en même temps, vous opérez un mouvement de caméra. Et avec le recul, est-ce que ça vous paraît aussi compliqué aujourd'hui? C'est moins compliqué aujourd'hui parce que c'est vraiment l'utilisation des caméras commandées par un ordinateur qui peut faire que la caméra répète précisément la deuxième ou la centième prise comme la première. C'est normal, j'avais jamais rencontré un devis commandé par
Mais ça nous a permis de faire des panneaux d'un personnage à l'autre en trichant. C'était du magie. Voilà. Mais je crois que c'était la première fois qu'on réussissait ce genre de choses. Je crois aussi, oui. On a vu un extrait de Naked Lunch qui a été tourné en studio parce que je crois qu'il était impossible de tourner comme prévu à Tanger à cause de la guerre du Golfe. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme avantage à tourner en studio? Ça a sûrement apporté de l'unité au film. On aurait pu le faire sur place aussi, mais je pense que le fait que nous étions obligés de tourner, par exemple, la séquence du marché dans un studio, ça unifie le style du film. À l'inverse de Naked Lunch, M. Butterfly, qui a été montré ici, a nécessité beaucoup de voyages en Chine, en Hongrie et en France. Et quelle a été la plus grande difficulté du film? La plus grande difficulté, sans doute, de rendre féminine le comédien masculin. Très difficile. Parfois, j'étais obligé de rééclairer parce que j'avais beaucoup préparé le plan avec le comédien, puis avec une doublure pendant l'éclairage. Quand il est revenu, parfois, j'ai dû dire à David Cronenberg, mais je pense qu'il est trop masculin dans la façon où je l'ai éclairé. J'ai été obligé de recommencer parfois. Et ça m'a amené à penser que peut-être le livre était un grand mensonge. Ouais, enfin, il y a aussi un truc culturel avec les Asiatiques, les Chinois notamment, il y a beaucoup d'acteurs qui jouaient des rôles féminins et vice-versa. Mais là, le livre c'est raconté par un Français qu'il avait vécu avec un homme, en ne pas sachant que c'était un homme, et j'y crois pas. On va regarder deux autres extraits. Et voilà, ça fait deux en forme de fleurs, si on peut dire, très différentes. La même année, vous tournez Crash et Mars Attacks. Comment se passe le travail avec Tim Burton comparé à un tournage avec David Cronenberg? Alors, il y a une histoire derrière ces deux films-là, parce que Mars Attacks était un film très cher en pré-production, et tellement cher, pendant très longtemps, on n'a pas tourné, que le studio a annulé le film. Mais Tim Burton m'avait dit qu'il avait confiance qu'ils allaient pouvoir financer le film et recommencer. Et que ça allait prendre un certain temps. Et je savais que David Cronenberg avait un film en vue. Et j'ai dit à Tim Burton, alors je te prie de me libérer pour faire le film de David Cronenberg. Je suis sûr que je serai de retour à temps. Mais il a beaucoup hésité, il voulait me garder sous contrat. Ça aurait été avantageux pour moi financièrement parce qu'on me payait beaucoup plus que sur le film de David Cronenberg avec un petit budget. Mais je voulais surtout pas louper le tournage de ce film. Et enfin, fin de compte, j'ai été libéré à tourner Crash. J'étais très heureux de pouvoir le faire. Je suis revenu à temps pour tourner Mars Attacks qui avait changé le concept un peu. Le problème au départ était que Tim Burton voulait tourner les personnages martiens en vrai, mais en figure miniature, image. Et ça allait prendre beaucoup de temps. Il y avait 50 personnes dans l'équipe des marionnettes. Et c'est pour ça que le studio a été tout énorme, qui avait fermé la production. Quand je suis revenu, le concept de ces personnages a été changé en personnages créés
par ordinateur en CGI, on l'appelle. En image de synthèse, donc. Et comment vous passez de l'un à l'autre? Enfin, quelle est l'ambiance sur un tournage de l'un à l'autre? Ça a l'air tellement différent. C'est très différent. Les tournages avec Cronenberg sont assez intimes, avec une équipe suffisante mais modeste. On est un nombre de personnes. Et un film comme Mars Attack demande beaucoup de gens, et il y avait un planning comme d'usine, plutôt. Donc, c'était moins familial, assez sympa, mais beaucoup moins familial en atmosphère. Entre l'Empire contre-attaque en 1980, Mars Attacks en 1996, After Earth pour Night Shyamalan en 2013, vous avez fait l'expérience de 30 ans d'effets spéciaux. Comment ont-ils évolué avec le temps? Ça change d'année en année rapidement. Les effets visuels ne m'intéressent pas en soi. Ils sont simplement intéressants s'ils sont traités comme outils pour exprimer quelque chose d'intéressant, à la service de mon scénario. Mais ils ont beaucoup changé, mais ça reste pareil pour les créateurs, pour nous, pour le metteur en scène, pour l'opérateur. Les demandes de l'imagination sont pareilles. Est-ce qu'il y a des limites? Il y a des limites, oui, bien sûr. On rêve de faire sentir le spectateur, de donner l'impression au spectateur qu'il sent tout à l'écran. Je pense que c'est Huxley qui avait imaginé ce qu'il a appelé the feelies. Je ne sais pas comment ça doit être traduit en français. Au lieu de movies, c'était feelies. Oui, c'est une histoire de sensation, on est immergé avec tous les sens. Oui. Jusqu'à maintenant, c'est une limitation, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de grands films qui se sont faits avec peu de moyens. Ce n'est pas les moyens qui sont vraiment importants. Tout dépend des demandes du film. Avec Cosmopolis en 2012, vous tournez pour la première fois en numérique. Depuis combien de temps y pensiez-vous? Et qu'est-ce qui vous a décidé à adopter cette technique? On a pensé pendant peut-être 2 ans avant, mais David et moi, on pensait que les caméras à l'époque n'étaient pas encore au niveau de la pellicule. Mais à ce moment-là, de tourner Cosmopolis, j'ai proposé à David qu'on allait, pourquoi pas tenter le digital qui était beaucoup plus au point à ce moment-là. Et comme lui, il s'intéresse beaucoup plus que moi dans la technologie, il était tout de suite d'accord de le faire. Et moi, je suis tombé amoureux du procédé tout de suite, dès la première minute. Maps to the Stars est un film très singulier dans la filmographie de David Cronenberg parce que c'est la première fois qu'il tourne à Los Angeles. Et vous qui connaissez, est-ce que vous pouvez dire s'il a mis quelque chose de personnel dans sa façon de représenter Hollywood? Oui, bien sûr, mais tout commence avec le scénario, qui était génial. Je trouve très spirituel, noir, bien sûr, mais très amusant à lire. Et c'est un écrivain qui connaît depuis longtemps, donc ils ont eu le temps de discuter le scénario, de l'adapter petit à petit. C'était, je suis assez sûr que c'est un scénario original, ce n'est pas tiré d'un roman. Et c'était un écrivain qui a écrit beaucoup sur le milieu d'Hollywood. Mais c'est évident qu'en faisant le film, David a mis sa patte dessus et on sent que c'est un film de lui. Avec le temps, comment est-ce que la mise en scène de David Cronenberg a évolué? Il est devenu très économe dans le premier film que j'ai tourné avec lui, Faux Semblant. Il était très classique dans son approche. Il tournait un plan large, un plan moyen, un gros plan, un super gros plan. Alors, s'il s'agissait de 2 personnages
2 à 4 gros plans. Entre beaucoup de plans, beaucoup de possibilités de montage. Aujourd'hui, il s'amuse à être très, très économe. Là, sur le dernier film, nous avons fait peut-être 2 plans par séquence, parfois 1, et 1 prise par plan. C'était moche. Et il sait toujours quelle partie d'un plan en général il va utiliser. Il ne tourne plus toute la séquence dans un plan, il tourne que la partie qu'il va utiliser. Ça veut dire qu'au montage, il n'utilise que s'il a tourné, ça veut dire... Il n'y a plus beaucoup de possibilités de changer de montage. C'est très risqué, en même temps, ça demande une grande confiance en soi. C'est risqué, mais ça l'amuse beaucoup. Et c'est amusant, ça rejoint ce que vous évoquiez plus tôt avec le professeur qui vous racontait que vous tourniez dans la pellicule, que vous reveniez, que vous étiez obligé d'avoir c'est vrai. La bonne prise. Mais pour revenir à Cosmopolis et le digital, comme je savais d'avance que ça allait être le film le plus difficile de ma vie, simplement à cause des limites physiques de tourner dans une voiture. Presque tout un film, 80% au moins du film se passe dans une voiture. Et j'ai eu la possibilité, je l'ai utilisé, de tourner à distance, de commander la caméra à distance. J'ai placé la caméra où j'avais envie et David avait envie de la placer. Et puis comme il n'y a presque pas de place pour une équipe, à peine un assistant, quand j'étais très content d'être en dehors de la voiture en studio, et à avoir des commandes à distance pour le cadrage. Vous avez tourné, je crois, 11 films avec Elie Cronenberg. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous lie, qu'est-ce qui fait que vous entendez si bien? Alors, je l'aime beaucoup comme un personnage et chaque film est un vrai challenge, il ne se répète pas. J'adore ça. C'est un voyage de découverte chaque fois. Merci, on va peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions. J'ai juste une petite question. Vous parliez tout à l'heure de féminiser quelqu'un en lumière. Comment Il y a eu bien sûr le maquillage, d'abord et les costumes. Mais parfois je me suis aperçu que le menton est devenu masculin, plus marqué. Donc il fallait adoucir la lumière, le rendre peut-être plus frontal, ce que je n'aime pas tout le temps parce qu'il n'y a pas de mollet. C'est plutôt cette partie du visage qui devenait trop marquée parfois, à part les problèmes de la barbe qui poussaient pendant la journée. Autre question? Oui. Et donc, vous disiez que Cronenberg se préoccupait beaucoup du texte et vous, cadre. À quel point vous intervenez justement sur le découpage ou bien sur les teintes qui sont utilisées dans le décor, dans les costumes, dans les choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne? Voilà. Ça me concerne bien sûr. C'est quelque chose dont on parle bien avant le tournage, pendant la préparation. Et en fait, il a beaucoup évolué dans son approche à la production sur le plateau de toute façon. Dans le temps du premier film Faux Semblant, je lui ai proposé de tourner souvent les gros plans avec un grand angle qu'il n'avait jamais fait. Je lui ai montré que ça peut être très intéressant. Et on discutait souvent quelle optique on allait utiliser et où on allait placer la caméra. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un
quelqu'un qui sait plus ou moins précisément où il a envie de placer la caméra. Et nous avons, sur le dernier film, tourné tout le film sur un seul objectif. Et pareil, en Cosmopolis, un autre objectif, mais un seul, quasiment un seul, tout le temps. Donc, nous devenons de plus en plus simples dans notre approche. Mais les couleurs sont bien sûr le choix de couleurs est très important. J'étais pas content parfois que pendant le tournage de Cosmopolis, que les personnages étaient souvent en noir et les sièges en noir aussi, très difficile pour la photo, de distinguer entre les deux noirs, que le reste ne disparaisse pas dans les contours du siège de la cuillère de la voiture. C'était parfois très difficile pour moi. Oui. Au début de votre carrière, vous avez travaillé avec Peter Watkins. Je voudrais savoir comment s'était passé le tournage de la bombe, justement, comme c'était votre premier tournage. Je n'ai pas tourné ce film-là. Vous n'avez pas tourné? Non, j'ai tourné un film qui s'appelle Privilège, qu'il a tourné après La Bombe. La Bombe était un film fait pour la BBC et puis interdit à la BBC parce qu'ils avaient peur que ça fasse trop peur au public. Mais il avait quand même pu impressionner les producteurs. Il a trouvé des fonds pour un film qui s'appelle Privilège, qui raconte un chanteur de pop qui est manipulé par les pouvoirs politiques. Et puis, c'est bien entendu, c'était mon premier film professionnel, mon premier film en couleur. Donc j'étais très content, très excité à l'idée de le faire. Et j'ai tourné un second film avec lui un peu plus tard. Et si je me souviens bien, je crois que c'est le Privilège précisément qui avait attiré l'attention de Georges Lucas. Il parlait comme un raconté, oui. Ici, à droite, à gauche. Quel film sorti récemment vous a impressionné en termes d'image? Oula, ça c'est difficile. Oui, j'ai vu un film cette semaine qui était vraiment bien tourné. Ça s'appelle Vincent n'a pas d'écaille. Et je vois souvent des films qui sont bien tournés, trop souvent des films qui sont mal tournés. Trop souvent. Je désespère souvent en voyant des films qui ont été réalisés sans réflexion. Je ne parle pas simplement de la caméra, mais le découpage n'a pas été vraiment réfléchi, ils sont tournés n'importe comment. Et ça ne me donne aucun joie à regarder. Mais je ne vais pas au cinéma pour voir de belles images, j'y vais pour voir un bon film, avec un bon récit comme vous aussi. J'aime bien disparaître dans un film. Mais si l'image est aussi très bien, c'est un plus, ça peut être un plus. Outre Vincent n'a pas d'écaille, est-ce que vous avez été impressionné par d'autres films de la compétition officielle du festival? Oui, je ne peux pas parler en particulier de ce film. Ah, il est parmi beaucoup d'autres films, d'accord. Mais la sélection était bien intéressante. C'est pas forcément c'est pas peut-être le meilleur film, mais j'ai parlé simplement de l'image qui m'a plu. Et j'ai une autre question sur un tournage. Est-ce que parfois vous réussissez à avoir le dernier mot par rapport au réalisateur? Ça, c'est difficile. Si on peut, il faut éviter des batailles. Mais parfois, oui, parfois j'ai réussi de faire une chose ou deux choses. Je me rappelle que j'ai tourné avec un metteur en scène qui voulait que je fasse des traits de réflexion dans l'objectif, comme dans certains clips de musique à l'époque. C'était à la mode à l'époque d'utiliser des objectifs anamorphoses et d'avoir des reflets
traits comme horizontaux. Et je lui ai dit que je veux bien le faire une ou deux fois, et systématiquement, je ne veux pas le faire. Parce que je ne veux pas que tout le film ait l'air d'un clip. C'est pas, moi, je dois signer ce film et ce n'est pas ce que je veux faire. Il n'était pas content avec moi. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà voulu réaliser votre propre film? Parfois, j'y réfléchis. Mais je vois aussi que c'est très, très, très difficile de monter un film. Et ça demande parfois 2 ou 3 ans. Et je ne sais pas si j'ai l'énergie de me dévouer à un film pendant aussi longtemps. Je suis resté content de faire l'image des films pourvu que je peux trouver de bons films. Et ça, c'est pas évident. Ce n'est pas évident de trouver de bons projets. Mais c'est capital de se trouver sur un bon film. Oui. Je voudrais savoir si pour un tournage, si pour un tournage vous avez besoin d'être vraiment très préparé, ou si vous pouvez vous adapter, improviser sur un tournage, comme avec Conan, par exemple, qui ne prévoit pas, je crois, de découpage même parfois. Je ne sais pas s'il le fait ou si c'est une rumeur, mais voilà. Il faut les deux. Il faut être assez préparé pour donner de l'espace à improviser des choses. Il ne faut pas être figé dans les préparations. C'est-à-dire, moi je suis contre les storyboards, par exemple, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui voulaient que chaque plan ressemble au storyboard. Et le storyboard est toujours fait dans l'abstrait et ne correspond pas au lieu où on va tourner. Donc, c'est important d'être assez préparé pour pouvoir commencer le travail dès que possible sur le plateau, mais je trouve qu'il faut aussi se laisser ouvert à ce qu'on voit sur le décor et ne pas obliger ce qu'on va faire à être dans une moule, on peut dire ça? Oui, une forme qu'on construit dans la tête avant le tournage. Oui. Du coup, vous avez tourné en numérique il n'y a pas si longtemps que ça. Quelles sont pour vous les qualités et les défauts du numérique par rapport à la pellicule? Difficile, une question difficile. La pellicule a été pendant beaucoup de 100 ans notre support. Et pour moi, pendant très longtemps, en tant qu'opérateur, j'ai tourné sur pellicule. Je trouve le digital qui est plus facile à manier parce qu'on voit tout de suite ce que rend la caméra. Mais en pratique, c'est aussi. Il y a des inconvénients actuellement en utilisation pour l'opérateur. Le premier, c'est le viseur qui ne représente pas encore ce que reçoit le capteur de l'image. Donc, moi, je suis obligé, si je suis caméra du film, je suis obligé de descendre du dolly ou me déplacer de la caméra et regarder souvent le moniteur de haute qualité qui capte l'image que voit la caméra précisément. Tandis que pendant des années que je tournais sur pellicule, à travers la loupe, le viseur, je voyais ce que voyait la caméra, avec un peu d'interprétation. Mais les caméras digitales sont plus flexibles, plus sensibles, l'image est sans rayures, sans poussière. Moi, je pense que je préfère. Et en plus, la tendance des salles modernes est digitale. Et même si vous tournez sur pellicule, vous allez être obligé de digitaliser votre pellicule. Donc je ne vois plus l'avantage de tourner sur pellicule. Oui. Oui, au fond. Pour la deuxième police, vous avez utilisé quelle caméra? Là.
Cosmopolis, vous avez utilisé... C'était un Arriflex avec ça. Un réflexe. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir? C'était le meilleur à l'époque. Vous avez appris à travailler avec une caméra à la nouvelle, et là vous venez nous parler du travail que vous avez fait sur le digital, avec le digital. Voyez-vous une différence entre votre travail et le travail de personnes qui n'ont utilisé que les caméras digitales? Est-ce qu'on a une réflexion différente quand on a appris à utiliser les caméras? Bon, c'est un simple outil pour un fin, pour une but. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre l'utilisation d'une caméra à pellicule et une caméra digitale. Ce n'est qu'un simple outil. Pas de différence du tout. Il y a des avantages et des désavantages chez les deux systèmes, mais je préfère le digital. Oui. Est-ce que malgré tout ce travail, vous avez le temps de continuer la musique? Pardon? Est-ce que malgré tout ce travail, vous avez le temps de continuer la musique? Oui, j'ai eu le temps de continuer la musique et de pratiquer un peu. Et je ne serai jamais devenu un bon professionnel, je pense. J'adore la musique et j'écoute beaucoup, je joue un peu et j'écoute beaucoup. Oui. Un réalisateur qui? Est-ce qu'il y a un réalisateur avec lequel vous aimeriez tourner en particulier? Actuellement, il y a un qui vient à la tête immédiatement, mais je sais qu'il a depuis très longtemps un opérateur plus que compétent, qui lui va très très bien. Mais j'adore ses films, c'est le Suédois Royal Anderson. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y en a chez vous, des gens qui connaissent son travail? Non? Si, quelques-uns, oui. Mais il est très bien avec la personne qu'il a aujourd'hui, donc je n'ai pas d'espoir de tourner avec lui. Et moi, je ne peux que choisir parmi les films qui viennent vers moi. Donc, il ne faut pas imaginer que j'ai tout le choix du monde devant moi. Mais il y a plusieurs metteurs en scène avec lesquels j'aimerais bien travailler. Et côté post-production, justement, étalonnage, quelle est votre implication dans ce processus après le tournage? Après le tournage, j'arrive à bout tout fin pour faire le réglage de l'image, l'étalonnage, qui prend entre 5 jours et 10 jours. Normalement, c'est une dizaine de jours. C'est un procédé que j'aime énormément. C'est comme du Photoshop avec un grand écran. C'est très amusant. C'est juste une petite précision. Sur l'ensemble des films que vous avez fait avec Cronenberg, Crash correspond au combien? Aucune idée. Ça devait être le 5e peut-être, au peu près. David Cronenberg n'a jamais tourné très souvent. Il a souvent mis 2 ans ou 3 ans entre les films. Donc nous travaillons depuis 25 ans sur 11 films. Je peux encore en poser une. Je voudrais savoir si parfois vous vous projetez pour savoir à quoi ressemblerait par exemple le cinéma dans 30 ans, et si vous vous dites par exemple, à l'heure actuelle avec tous les blockbusters qui petit à petit envahissent les salles et peut-être mettre de côté le cinéma indépendant, est-ce que ça vous fait peur, ça par exemple, cette espèce d'hégémonie des studios? Je n'ai pas
pas tout à fait saisi. Là. Mais quand même, comment vous voyez le cinéma dans 30 ans par exemple? Est-ce que vous avez une vision pessimiste ou optimiste du cinéma? Ça dépend de mes expériences récentes. Quand je vois beaucoup de films faits n'importe comment, je suis pessimiste. Et quand je vois un bon film, je redeviens optimiste. Si demain ou la semaine prochaine, il y a David Cronenberg qui vous appelle et qui vous dit le prochain film, je le fais en 3D, vous lui dites quoi? Vous êtes fou. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre les avis des chefs opérateurs sur la 3D, du coup, c'est pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'ai jamais tourné dans ce procédé, mais d'après ce que on me dit, c'est très fatigant. C'est long, la préparation de chaque plan. C'est amusant, enfin, de compte, quand on le voit à l'écran. Je ne suis ni pour ni contre. J'aimerais pas que tous les films soient tournés comme ça, sauf si ça devient très facile à l'avenir. Sûrement, ça deviendra beaucoup plus facile que ça l'est aujourd'hui. Et c'est lourd en ce moment, les tournages en 3D. On fait pas mal de films, on les rend en 3D après le fait, c'est-à-dire en post-production. Et ça peut marcher assez bien aussi. Si on vous propose de faire une série télé, vous accepteriez ou pas? Je ne pense pas, parce que selon ce que j'écoute, ce sont des procédés très, très usines. Vraiment, je travaille comme ça. Plus 40 ans en arrière, j'aurais peut-être accepté, mais à ce moment-là, les séries télé n'étaient pas aussi bonnes qu'ils le sont aujourd'hui. J'en vois de temps en temps des séries qui sont vraiment bien faites. Mais je pense que je vais éviter de faire des séries. Je crois qu'on va terminer cette masterclass. Avant de conclure, je voulais vous demander qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir directeur de la photo? Restez les yeux ouverts tout le temps, regardez autour de vous, dans la rue, dans les galeries, et regardez beaucoup de films.